Donc, bienvenue à tous à ce webinaire Comment aménager son extérieur au naturel pour le bien-être des enfants et des professionnels. Donc, je suis Florence Magyar, Community Manager de l'association La Belle Vie et j'anime aujourd'hui ce webinaire avec Manon qui est chargée de l'animation chez La Belle Vie. Manon, tu peux nous faire un petit coucou? Bonjour, je suis là. Voilà, donc Manon, elle sera vraiment là pour répondre à toutes vos questions, notamment sur le chat tout au long du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser la partie chat sur Zoom. Donc avant de commencer en vif du sujet, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, donc l'association La Belle Vie, elle a été créée en 2009 par Claire Groslo. Donc l'association, elle accompagne les lieux de vie de l'enfance et de la petite enfance, donc les crèches, les centres de loisirs, les assistants, les assistantes maternelles, dans leur transition écologique. Donc en fait, on a développé une approche qui permet d'intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement, de la santé et du bien-être des enfants, mais aussi des professionnels. Donc aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à cette thématique de l'aménagement de l'extérieur, puisqu'on a conscience de l'importance du contact quotidien avec la nature des enfants. Et on souhaite donc sensibiliser dès la petite enfance à la protection de la nature, notamment la préservation de la biodiversité. Donc, comment? En créant notamment des espaces en extérieur pour l'épanouissement des enfants et des professionnels. Donc, l'association La Belle Vie, on crée des événements, notamment le Festival de la biodiversité qui a lieu en ce moment. Et dans le cadre de ce festival, on a créé des défis, comme notamment le défi Observer le vivant. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat. C'est des défis qu'on a réalisés avec de nombreux participants. Ou le défi Plante ton slip, où il fallait planter dans la terre un petit bout de tissu ou un vieux slip en coton pour tout simplement observer un petit peu tout ce qui se passe dans la terre, si la biodiversité y est présente, si les animaux sont là, et ben voilà, le bout de tissu est amené à disparaître. Donc c'est un défi que vous pouvez réaliser dans vos structures avec les enfants qui est assez intéressant. Et puis enfin, on a aussi réalisé des reportages, comme un reportage sur les cours Oasis. C'est une structure qui végétalise les cours d'école. Donc, on vous met le lien aussi dans le chat. Vous pouvez le sauvegarder et le regarder après le webinaire, mais c'est assez inspirant comme projet. Et voilà, donc pour ce webinaire aujourd'hui, je vais vous présenter donc un petit peu les animateurs. Donc la première personne qui va parler, c'est Marie. Elle est formatrice en éducation à l'environnement chez La Belle Vie. Elle va nous parler tout simplement des enjeux globaux aujourd'hui de cette thématique, des impacts sur la santé. Et elle va surtout nous donner un petit peu toutes les informations, comment agir, quoi faire concrètement. Donc Arnaud devait nous parler et malheureusement ne peut pas être présent aujourd'hui. Donc Je suis là. je vais à sa place un petit peu vous montrer ce qui se passe dans son centre de loisirs. Florence, je me Florence? permets de te couper. Oui. Arnaud est arrivé. Ah Oui, je d'accord. viens d'arriver là, je suis désolé. Super. Je Ah bah suis encore super en Arnaud. voiture, mais je suis là. D'accord. Bon bah bienvenue. Super. Merci Arnaud. Donc Désolé. Arnaud va nous parler du coup de son centre de loisirs qui est à Rueil-Malmaison. Il va nous présenter un petit peu tous les espaces qu'il a en extérieur dans son centre. Et puis, il y aura Virginie qui est responsable développement chez La Belle Vie qui nous parlera notamment de la démarche La Belle Vie. Donc, on va commencer avec l'animation, la partie de Marie qui va nous parler des enjeux globaux sur ce sujet. Donc, Marie, je te laisse la parole. Merci Florence. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler un peu globalement de pourquoi il faut aménager son espace extérieur plus au naturel, en quoi c'est important. On commencera par les enjeux et ensuite, je vous montrerai comment vous pouvez agir dans vos lieux de vie. Pour commencer, aménager son extérieur de façon plus naturelle, c'est pas seulement pour la planète, pour la nature, l'environnement, préserver la biodiversité et prévenir le réchauffement climatique, c'est aussi et d'abord pour le bien-être et la santé et le développement des enfants. Alors, premier constat, si tu peux passer la slide, voilà, merci. Depuis plusieurs années,
ont été identifiés ce qu'on appelle le syndrome du manque de nature. Donc, c'est Richard Loup qui a défini ce concept. Et c'est l'ensemble des pathologies et des problématiques qui peuvent être liées au fait de manquer de nature, donc de manquer de contact avec la nature. Et donc, des pathologies de santé, bien sûr, qu'on peut retrouver comme des problèmes psychiques, des dépressions, des troubles de l'hyperactivité, des problèmes du système cardiaque, d'excès de poids, de myopie, de la vue, parce qu'on n'a plus ce contact direct en extérieur. Vous ne m'entendez pas très bien, c'est ça. J'essaie de me rapprocher du micro. Et d'autres problèmes liés aussi aux apprentissages, un manque d'expérience par les sens, des troubles de la perception et un manque d'apprentissage, des comportements aussi qui peuvent être plus agressifs et des troubles d'apprentissage de la mémoire, etc. Ce syndrome du manque de nature aussi, c'est beaucoup de dépenses pour des thérapies pour pallier à tous ces troubles. Donc, c'est déjà un premier élément qui permet de se dire qu'on a besoin de retrouver ce contact à la nature. Si tu peux passer la diapo. Pourquoi on s'est éloigné de la nature? En fait, c'est nos modes de vie qui ont évolué. Les territoires sont de plus en plus urbains, on construit, on développe du logement, des routes, des voies ferrées qui nous coupent de la nature. La nature est plus restreinte. C'est notre milieu de vie quotidien est beaucoup moins en contact avec la nature qu'il y a un siècle. Il y a aussi le développement technologique qui fait qu'on passe beaucoup plus de temps devant les écrans. Et même quand on va dehors dans la nature, ou en extérieur, on a parfois des outils comme le GPS qui nous permettent de nous repérer. La sédentarité aussi, on bouge beaucoup moins qu'avant, on marche beaucoup moins. Avant, les enfants faisaient des trajets école-maison beaucoup plus importants. Aujourd'hui, on a plus tendance à utiliser la voiture, on se déplace moins, on reste à la maison. Le manque de temps, parce qu'on a beaucoup d'activités. Nous, les adultes, on travaille beaucoup, donc ça a une répercussion sur les enfants aussi, qui passent beaucoup de temps dans leur lieu d'accueil et parfois beaucoup moins de temps en contact avec la nature ou de temps libre pour aller juste expérimenter et passer du temps dehors. Il y a aussi tout ce qui est normes et hygiène, normes de sécurité et d'hygiène, qui font que du coup, on a tendance à vouloir normer, à cadrer, à sécuriser les choses. Et la nature, c'est l'inverse de la norme, puisqu'on ne peut pas normer les éléments de la nature et la nature en général. Et de tout ça, la peur fait qu'on a peur de la nature parce qu'on la connaît de moins en moins. Et avec le temps, du coup, on a de plus en plus de peur et parce qu'on a de moins en moins de contact avec la nature. Donc, ce manque de connaissance de la nature, il y a aussi une autre théorie, un autre concept qui a été évoqué par des écologues, donc sur la slide suivante. Elle va arriver. C'est l'extinction d'expériences de nature. En fait, c'est deux écologues qui ont défini ce concept qui explique qu'en fait, aujourd'hui, par nos modes de vie contemporains, on a de moins en moins de contact quotidien avec la nature qui font qu'au fur et à mesure du temps, quand on construit notre identité dans nos expériences, dans la petite enfance, dans l'enfance, ce contact de la nature est moins prégnant, ce qui fait qu'on a une extinction de l'expérience de nature au quotidien et ça a pour effet de former des jeunes adultes qui vont avoir moins de connaissances de la nature et quand on a moins cette relation dans les apprentissages avec la nature, on développe moins une identité et des compétences et une envie de vouloir la protéger, de la préserver. Ce qui fait que c'est aussi un enjeu de pouvoir être au contact de la nature dans nos sociétés contemporaines pour aussi préserver la planète et globalement retrouver cette connexion au vivant et donc, du coup, la protéger et l'aimer. Donc, enfin, les intérêts pour l'enfant d'être au contact de la nature, donc c'est à la fois préserver la planète, mais pour leur bien-être aussi, c'est pouvoir être au contact d'éléments qui vont les stimuler agréablement, diminuer leur stress, préserver leur santé globalement, leur système immunitaire, le préserver de certaines maladies, découvrir, apprendre et avec tous ses sens dans des milieux riches et
et variées, faire un certain nombre d'expériences et pouvoir découvrir le monde tel qu'il est et découvrir les autres êtres vivants. Alors voilà un petit état des lieux d'aujourd'hui, où passent le plus clair de leur temps les enfants. Les enfants passent beaucoup de temps dans les lieux de collectivité, que ce soit les crèches, les centres aérés, les centres de loisirs ou les écoles, tout simplement. Et donc, en général, les espaces du quotidien des enfants, c'est la cour d'école, un espace extérieur, où ils passent beaucoup, beaucoup de temps. Et aujourd'hui, avec toute cette normalisation et cet éloignement de la nature, on se retrouve avec des espaces plutôt vides et plats, un manque de relief et d'éléments naturels à rencontrer, un manque de matière et de variété. Globalement, une absence de végétation, même si parfois il y a des arbres qui permettent de nous faire de l'ombre. Les arbres, c'est peut-être le seul élément qu'on retrouve dans les cours d'école. Il y a très peu d'éléments de nature, de gazon, de pelouse et encore moins d'animaux. On est face souvent à des sols imperméables, ce qui réchauffe aussi beaucoup les espaces et ne permet pas un écoulement des eaux favorable. Et du coup, on est face dans des espaces qui sont des vrais îlots de chaleur. C'est comme ça qu'on appelle les espaces entourés de béton et qui ont tendance à être très, très chauds et du coup très, très peu agréables à vivre à certaines saisons pour les enfants. Donc, pas d'inquiétude, il y a quand même des belles évolutions et des nouveaux horizons très intéressants aujourd'hui. On peut passer à la slide suivante. Hop. Il y a de plus en plus de lieux de vie qui accueillent les enfants qui font un super travail de reconnexion à la nature et pas simplement de végétalisation pour la biodiversité ou justement le réchauffement climatique, mais pour en faire des espaces d'apprentissage pour les enfants. Donc là, c'est un exemple de l'Académie de Strasbourg. Les écoles de Strasbourg ont beaucoup travaillé avec des équipes d'animateurs nature pour justement faire ce travail d'école du dehors, donc de passer aussi du temps avec les instituteurs dehors, de créer des espaces d'apprentissage riches, donc vous voyez des micro-reliefs, un petit filet d'eau, des espaces végétalisés grandement. Donc des chouettes expériences qui sont assez inspirantes. Paris aussi a fait un gros travail là-dessus. Vous pouvez retrouver la vidéo YouTube des cours Oasis, donc le reportage que Florence et l'équipe communication a fait chez La Belle Vie, où on retrouve cette expérience très intéressante, donc des aménagements de cours et comment aussi les enfants vont vivre et vont être plus apaisés dans ces espaces. Dernier exemple, de nouveaux horizons d'évolution des lieux de vie. Alors cet exemple est un peu exotique, c'est une crèche au Japon, une crèche qui a été conçue. Donc elle s'appelle la crèche cacahuète parce qu'elle a une forme de cacahuète et surtout le lieu a été fait de façon que la nature puisse rentrer dans la crèche. Donc je vous invite à aller voir plus en détail ces photos où la végétation rentre presque à l'intérieur du bâtiment et les enfants, ces espaces extérieurs sont des vrais lieux de vie et d'apprentissage et pas juste des espaces de décor et d'agrément. C'est des vrais espaces d'apprentissage où ils peuvent évoluer. Du coup, maintenant, on va voir comment vous pouvez agir, vous, dans vos lieux de vie. Et petit sondage pour commencer. Je te laisse le lancer, Florence. Ton micro est coupé. Super, merci Marie. Donc du coup, un petit sondage que je vais vous envoyer maintenant. Hop, c'est parti. Donc, vous allez recevoir normalement un petit sondage. Donc la question, c'est que feriez-vous pour intégrer plus de nature dans l'espace extérieur des enfants? Vous pouvez répondre à plusieurs questions en même temps. Allez-y, je vous laisse répondre. Donc, on vous propose réaliser un projet avec un concepteur, faire de la récup, l'année fabriquée, faire avec les enfants, réaliser des petits aménagements avec les parents ou s'ouvrir à la nature. Voilà, dans les quelques mois qui arrivent, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Qu'est-ce qui serait éventuellement intéressant pour votre structure? Je vous laisse voter. Super, donc je vois que vous êtes un peu plus de la moitié à avoir voté. J'attends encore un petit peu. Voilà, donc c'est finalement plein de propositions dont on va vous parler après.
parce que finalement, on se rend compte que voilà, il y a pas qu'une chose à faire, mais plein de projets que vous pouvez faire au sein de vos structures. Donc, il y a presque tout le monde qui a voté. Voilà, je vais vous partager les résultats. Donc, on peut voir que finalement, ce qui ressort le plus, faire de la récup, glaner, fabriquer. Donc, il y a 76% de toutes les personnes qui participent aujourd'hui à ce webinaire qui ont répondu à cette réponse. Donc, en effet, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, de choses à faire soi-même, parfois des choses qu'on peut tout simplement récupérer, notamment grâce aux familles, aux parents, etc. Et voilà, il y a finalement pas mal de personnes qui ont répondu aussi aux autres propositions. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Marie qui va vous dire concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire avec chacune de ces petites actions. Effectivement, vous pouvez agir à différents niveaux, que ce soit dans votre quotidien professionnel en tant qu'animateur ou éducateur. Vous allez pouvoir agir. Mais dans un premier temps, je voulais aussi vous parler de comment, du cas où vous allez avoir un projet de rénovation de crèche ou de construction, il peut y avoir cette cas de figure. Lancer un vrai projet de réaménagement et agir au quotidien pour aménager avec des petites actions son espace. Alors d'abord, avec un concepteur, vous pouvez avoir le code d'une construction nouvelle, d'un lieu d'accueil ou vous, équipe pédagogique, vous allez travailler avec des concepteurs, des aménageurs, qui peuvent être des architectes, des paysagistes, des écologues, si c'est un espace, un projet très en lien avec la nature. Et des projets de rénovation peuvent se faire aussi dans des espaces déjà existants. Si vous êtes une municipalité, par exemple avec vos services techniques, les services espaces verts par exemple, ou un professionnel de l'aménagement qui peut être extérieur, comme un paysagiste ou un entrepreneur aussi. Alors, ce qui est important, on peut voir sur la slide suivante, Florence. Merci. Ça peut paraître simple et bateau, mais parfois les aménageurs, quand il y a un projet, ils vont aménager tout seuls et ils pensent avoir la connaissance. Mais vous, équipe pédagogique, vous pouvez aussi apporter votre connaissance de l'enfant, de comment il fonctionne, de comment il évolue dans un lieu. Et pour aménager au mieux un espace pour les enfants, c'est important d'avoir ce travail dès l'amont, dès la définition d'un programme, et puis de chaque étape du dessin du projet, de réfléchir entre les concepteurs et l'équipe pédagogique pour vraiment proposer un projet qui soit à la fois utilisable et très riche pour la suite avec les enfants. On peut passer à la suite. Alors, ça paraît un peu simple, mais des fois, on s'inquiète de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Les aménageurs, eux, ils savent souvent les réglementations d'aménagement. Parfois, ils n'ont pas forcément conscience, eux non plus, qu'on peut s'ouvrir à la nature, même dans un lieu de la petite enfance ou dans un lieu, dans une école, par exemple. Récemment, j'ai rencontré une étudiante en architecture ses enseignants lui avaient dit que ce n'était pas possible de mettre de la nature ou des jardins dans une cour d'école, alors qu'en fait, aujourd'hui, la réglementation n'est pas si stricte que ça. La seule réglementation qui existe, c'est pour les aires de jeu. Donc, à partir du moment où vous mettez des équipements, des structures où il y a un risque de chute, donc effectivement, si on met une structure jeu, là, il faut qu'il y ait une entreprise spécialisée qui l'entretienne et qui la surveille. Et il faut des sols amortissants pour les périmètres de chute. Mais au-delà, votre espace extérieur n'est pas totalement réglementé par les aires de jeu. Vous pouvez très bien avoir des espaces extérieurs sans jeu. Donc, votre extérieur peut devenir un jardin, un espace ou même une forêt, hein, ça arrive. Et de là, vous pouvez aménager un extérieur vivant, riche et ludique. Et pourquoi pas se lancer le défi de le faire sans jeu. On peut passer à la suite. Merci. Du coup, pour ce travail entre concepteurs et équipe éducative, là, j'ai fait une sorte de tableau pour se mettre en lien, par exemple, des choses que les enfants font, des activités qu'ils aiment faire ou des choses intéressantes à faire avec les enfants et des aménagements qui les favoriseraient. Donc, par exemple, sur le goût, l'odeur, tout ce qui est sensoriel, choisir des plantes plutôt comestibles, aromatiques, varier les formes et les couleurs. Quand on veut un enfant qui veut transvaser, manipuler, lui proposer
lui proposer des espaces de manipulation de terre, de différentes matières, de sable, de cailloux, sur les observations, des enfants qui auraient besoin de s'isoler, d'être au calme, concevoir des espaces plus restreints, plus cocons, que ces grands espaces ouverts que sont les cours parfois. Donc plein d'exemples comme ça qui sont à travailler en fait entre le concepteur et les équipes pédagogiques. Là, ici, c'est un exemple d'une crèche du réseau La Belle Vie qui a probablement vraiment fait ce travail d'aménagement avec sûrement les services techniques de la ville et qui a réaménagé son espace du coup, avec beaucoup plus de naturel, des micro-reliefs adaptés aux enfants, peu de jeux ou alors adaptés avec des éléments naturels et le béton ou en tout cas les sols imperméables se réduisent à des circulations pour éventuellement faire du vélo ou des jeux roulants. Marie, on a quelques questions dans le chat. Oui. Alors, on a Léna qui nous demande comment se positionner, comment se positionne là où les PMI par rapport à cela. Je pense que c'était sur la slide juste avant. Alors, la réglementation aire de jeu, je pense qu'il vous demande de la respecter. Après, au-delà de la réglementation aire de jeu, parfois les PMI recommandent des sols souples partout, etc. Mais ce n'est pas le cas de toutes les structures de la petite enfance ou de l'enfance. Ça dépend vraiment de la personne de la PMI qui vous suit. Et on a des exemples de crèches dans le réseau La Belle Vie ou de centres de loisirs, on verra avec Arnaud après, qui sont très naturels, avec beaucoup de verdure. Donc c'est pour ça que j'ai fait un rappel sur la réglementation, parce que c'est toujours important de savoir qu'est-ce qui est obligatoire. Et je n'ai pas précisé qu'une aire de jeu avec un sol souple, le sol souple peut être un sol chimique amortissant, vous savez, les sols en plastique, mais peut être aux normes. Il existe aussi des sols en copeaux de bois, donc naturels. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui est réglementaire et qu'est-ce qui est aussi autorisé. Mais voilà, les PMI, après, c'est chaque PMI qui va se positionner et vous imposer ou vous aiguiller différemment. Donc, c'est plutôt de la pédagogie à faire aussi avec eux pour apporter plus de nature. Alors, on a une autre question après. C'est Didier Mélanie qui nous demande qu'est-ce que vous appelez jeu? Est-ce que monter sur des rondins de bois serait considéré comme un jeu? Alors, les jeux, c'est ceux qui sont faits par les aménageurs. Après, si vous mettez un petit rondin de bois ou une souche d'arbre dans votre espace, ce n'est pas un jeu. Et moi, je trouve qu'en termes d'aménagement, c'est toujours intéressant de faire des espaces ludiques sans jeu. De là, on contourne en fait la réglementation aire de jeu, entre guillemets. C'est-à-dire que, vous voyez là, par exemple, les petits rondins de bois dans le sol, c'est très ludique pour les enfants sur l'image, mais en fait, ce n'est pas considéré comme un jeu, parce que ce n'est pas une structure qui l'a fait. Ce n'est pas une entreprise qui conçoit des jeux. C'est ça que je voulais dire. Après, on peut voir les petites pistes d'action pour aménager au quotidien et voir un peu des exemples de crèches du réseau qui sont plutôt chouettes. Alors, il y avait encore juste une ou deux questions. Il y avait Boule de Gomme qui demande s'il y a une réglementation. Pardon, excusez-moi. Une réglementation quant à la plantation, dans les cours. Il n'y a pas de... Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de plantes interdites en crèche. Par contre, il y a une multitude de plantes qui ne sont pas toxiques. Donc, c'est pour ça que dans le panel de plantes qui existent dans le monde, choisir des plantes qui sont comestibles, pas toxiques, ornementales, mais quand même comestibles, parce qu'il y a nombre de fleurs qui se mangent, il faut le savoir. Là, vous vous assurez aussi le fait que du coup, votre espace il sera hyper riche et qu'il n'y a pas de risque pour les enfants. Mais il n'y a pas de plantes interdites par la loi dans les espaces de collectivité. Il y a des recommandations. Alors, on a encore juste quelques petites remarques. Il y a Aurélie de la crèche Delisha qui nous dit, pour ma part, la PMI me demande un seul place en relief, ce qui est difficile en zone montagneuse. Ça peut être une structure qui... Oui, alors ça, c'est vrai que j'ai déjà vu ce cas de PMI qui demande des espaces places en relief. Après, vous, professionnels aussi du développement de l'enfant, et moi, j'ai parlé une fois en crèche avec un psychomotricien qui disait que pour lui, c'était un non-sens. Et vous avez des exemples de crèches en France qui ont mis des micro-reliefs et des espaces comme ça. Donc, s'appuyer aussi sur ce qui se fait dans d'autres lieux, ça peut être intéressant parce qu'on peut démontrer que c'est possible. Et il n'y a pas de risque à faire des micro-reliefs
léger où les enfants vont pouvoir expérimenter et justement faire des apprentissages moteurs. Ok. Alors après, on a une dernière remarque et après, je pense qu'on pourra continuer. Il y a une demande sur les plantes toxiques. Donc ça, je pense que c'est un sujet peut-être un peu trop large pour le traiter tout de suite. Mais après, il y avait une demande pour savoir si les sols souples versus les copeaux de bois. Alors, sur les plantes toxiques, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas. Après, c'est à nous de nous reconnecter à la nature et d'apprendre à connaître les plantes. Je pense qu'en général, vous connaissez tous un petit peu les deux plantes bien toxiques qui sont pas géniales. Tout ce qui est comestible, même dans le plante ornementale, il y a des plantes comestibles. La glycine, la fleur de glycine, vous pouvez la manger. Donc, allez chercher du côté de tout ce qui est comestible, même les plantes spontanées comestibles, il y en a plein, les plantes sauvages. Et sol souple versus copeaux de bois, c'est-à-dire que les copeaux de bois, il en existe des normés, donc à la même norme que les sols souples pour mettre au pied des aires de jeu. Et moi, je ne pourrais que vous recommander les copeaux de bois parce que le sol souple en plastique, c'est des résidus de pneus avec de la colle, donc beaucoup de composés organiques volatiles, plutôt toxiques. Et quand ça s'effrite, les petites billes qui peuvent être mangées par les enfants, je préfère encore qu'ils lèchent un petit peu de bois. Et en plus, c'est un élément qui est aux normes, encore une fois, donc pas de problème à l'insérer sur un espace de jeu. Voilà. Merci Marie. N'hésitez pas à réagir, à continuer de réagir. Je vais remonter vos questions au fil de alors, du coup, on va terminer donc, la présentation sur des choix d'actions que des structures peuvent mettre en place et toutes les pistes d'action que vous pouvez faire au quotidien dans votre crèche ou dans votre centre de loisirs. Déjà, beaucoup de récup de fabrication. Vous pouvez déjà faire du jardinage avec les enfants, la base, faire des carrés potagers, mais aussi planter des arbres ou arbres fruitiers, des aromatiques, des plantes potagères, faire des espaces de culture ouverts. Ensuite, vous pouvez, même si vous n'avez pas de sol, mettre des jardinières partout où vous pouvez. Mettez un pot de plantes, une jardinière, plantez tout ce que vous pouvez. Même des petits arbres, vous pouvez les mettre dans des gros pots. Donc, multipliez les éléments de plantation. Et aussi, sans aller faire du jardinage très compliqué, si vous avez de la pelouse, par exemple, et qu'elle est tondue tous les 15 jours, tondez-la une fois tous les mois, tous les 2 mois. Espacer les tontes pour laisser fleurir une plante. Vous voyez la petite fleur rose à gauche, là c'est une mauve, elle est comestible. Donc il y a plein de plantes sauvages qui sont aussi comestibles, donc il n'y a pas de risque majeur à laisser pousser les herbes et à s'entourer d'un peu plus de nature et à faire venir les insectes aussi par la même occasion. Ensuite, ramener aussi des matières naturelles. Vous n'avez pas toujours de la matière très riche, vous pouvez être en milieu très urbain, donc n'hésitez pas à ramener des copeaux de bois, de la terre, des éléments de matière naturelle pour apporter un peu déjà cette richesse, même si vous n'êtes pas dans un vrai jardin, dans une cour par exemple, tout en béton, ramenez déjà ces matières pour avoir l'illusion du jardin. Et puis surtout, récoltez et faites manger les enfants. Les petits légumes et les fruits que vous faites pousser. Et puis voilà, là, d'autres exemples de structures qui ont, avec l'aide des parents ou avec l'équipe, fabriqué des petits éléments de jeu qui ne sont pas des structures de jeu effectivement aux normes, qui sont juste des éléments comme ça posés et sur lesquels les enfants peuvent jouer. Et puis enfin, imaginer des espaces ludiques sans jeu avec les objets du quotidien. On peut le faire à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ça rend son espace plus vivant et ça démultiplie les façons de jouer dans son extérieur. Donc, on va passer à un dessin. Petite étude de cas. Je vais basculer ma vidéo. Oui, donc super Marie, je vais introduire pour toi si tu veux. Donc ce qu'on vous propose maintenant, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours continuer à poser vos questions, etc. Mais on a encore d'autres choses à vous montrer, notamment Marie qui est formatrice chez nous, chez La Belle Vie, mais elle est aussi paysagiste de formation. Elle va vous montrer en fait en live comment réaliser un petit croquis. Enfin, elle va vous réaliser du coup un croquis d'exemples pour aménager son extérieur avec un exemple de structure dédiée à la petite enfance. Donc voilà, elle va commenter et dessiner son croquis. Comme ça, vous allez pouvoir concrètement à quoi ça ressemble
et voir que finalement, ça peut être réalisable pour ce type de structure. Donc, Marie, tu Ouais. pourras nous Est-ce dire que vous me voyez? Vous pouvez passer en mode intervenant pour avoir en plein écran et il faudrait arrêter le partage d'écran. Hop. Voilà. Si vous en haut à droite, il y a le mode affichage. Vous passez en mode intervenant. Comme ça, vous verrez mon dessin en grand. Voilà. Alors, ici, une crèche qui nous a demandé, du coup, de casser le béton, justement, dans sa cour. Parce que, justement, elle avait un espace tout en béton, du sol souple, là où il y a des jeux. Et l'idée, c'est de rapporter la nature un peu partout. Donc, ce que ça donne, actuellement, en termes de nature, c'est un espace plutôt vide. Hop, on le met comme ça en dessin. Et l'idée, c'est de pouvoir remplir cet espace et, comme je vous disais, délimiter de nombreux petits espaces d'activité juste en se basant sur du végétal, en fin de compte. Donc, ce premier espace à droite, l'idée était de délimiter pour en faire un jardin cocon. Voilà. Donc, avec des petites haies arbustives qui vont délimiter. Hop. Donc, en fin de compte, les allées, on va les réduire à des petits espaces, des allées circulantes où effectivement les enfants vont pouvoir passer, mais ce ne sera plus d'un grand vide où tout va se mélanger. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter ce confort aux enfants. Donc là, voilà un premier espace délimité et toutes les autres qui étaient un peu préexistantes, on va essayer de les végétaliser, en faire différents coins d'activité. Ils avaient déjà un arbre, donc ils avaient plutôt de la chance. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont demandé déjà d'autres arbres, cette crèche. Donc ici, par exemple, au milieu, ils vont planter un deuxième arbre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Planter des arbres, donc ils vont faire par leur service technique. Hop. Donc un deuxième arbre, et quitte à faire un arbre, ne pas lui laisser du béton. Donc l'arbre, à terme, il va pouvoir cacher aussi du vis-à-vis peut-être des espaces autour à côté. Donc au pied de cet arbre, moi je leur ai proposé de faire une sorte de petite alcôve entourée de végétation en fait, donc plutôt du gazon au pied de l'arbre pour pouvoir faire des espaces de cantine ou des espaces où lecture, où on va venir tous ensemble amener un groupe et en contre-allée, leur faire une allée pour se cacher. Donc une petite promenade donc avec une deuxième rangée d'arbustes. Là, on peut mettre aussi des petits arbres, des cépées, qui vont venir agrémenter l'espace. Donc une petite allée où, par exemple, ce qui se fait beaucoup, c'est parfois des parcours pieds nus. Donc vous imaginez l'allée un peu qui va contourner derrière, où des enfants vont pouvoir aller se cacher pendant que d'autres jouent. Donc au milieu, on aurait du coup cet espace un peu cocon. Voilà. Alors, je vous le fais en résumé, hein, bien sûr. Hop. Donc voilà, vous aurez plusieurs espaces comme ça qui se délimitent. Ensuite, ils avaient beaucoup de pergolas. Souvent, il y a des installations comme ça de pergolas avec des toiles. Et moi, je me disais, autant réutiliser les éléments qu'on a aussi déjà. Donc, cette pergola, pourquoi pas y mettre un petit massif autour avec des éléments, un petit massif de plantation sur le bord, fleuri, pas forcément haut, pour garder cet espace à l'ombre ouvert. Et cette pergola, la transformer d'une pergola, une pergola en toile à une pergola qui pourrait se végétaliser. Donc, faire grimper des plantes au pied, petit à petit. Et puis, utiliser aussi tous les espaces, les grilles que vous avez pour faire grimper des plantes. Pour multiplier les supports de végétation. En plus, en plante grimpante, il y a plein de choses comestibles, encore une fois. Il y a du raisin, du kiwi. Donc, vous pouvez amener plein de choses. Pensez aussi à amener de la couleur, donc à mettre des fleurs.
Il y a des arbustes aussi qui ont des feuilles de différentes couleurs, donc c'est toujours intéressant de pouvoir différencier ça, parce que l'hiver, on n'a pas toujours plein de fleurs, mais par contre, vous pouvez avoir des feuillages de plein de couleurs différentes. Devant, sous cet arbre, la crèche m'avait expliqué qu'ils avaient un espace d'activité, donc il fallait laisser ouvert. Mais pour délimiter, encore une fois, vous pouvez installer des petites fleurs, des plates-bandes, des petits fruitiers. Hop. Délimiter votre espace. Voilà. Donc, et encore une fois, à certains endroits, vous pouvez laisser la pelouse rase quand vous avez besoin parce que vous avez un espace d'activité. Rien ne vous l'interdit, mais entre faire une activité sur du béton ou sur de la terre ou du gazon, ça peut être intéressant aussi de varier les supports. Voilà, différents espaces de couleurs. Alors Marie, en même temps que tu dessines, on a des questions qui arrivent sur le chat. Allez, j'écoute. Alors, il y a une première crèche qui nous demandait du coup si c'était le projet d'une crèche. Donc, je te laisse redire. Ah oui, je n'ai pas dit le nom de la crèche. Effectivement, c'est une crèche qui nous a demandé une mission de justement leur dessiner une esquisse pour avoir des pistes un peu visuellement de comment réagencer leur espace. C'est une crèche qui s'appelle Magicabou à Gersat en Auvergne. Qui fait partie de notre réseau, qui est engagé dans la démarche et qui a été convaincu du fait de casser le béton et de faire évoluer ça vers autre chose. Pour ensuite, arroser, je vois qu'en commentaire, vous pouvez... si vous créez plein de massifs, c'est vrai que ça peut être compliqué de le faire tout à la main. Et dans ce cas-là, dans les aménagements, vous savez, dans les espaces publics ou dans les parcs publics, il y a toujours des gouttes à gouttes avec des programmateurs. Donc là, c'est un gros réaménagement, par exemple, de crèche parce qu'ils ont la volonté de le faire. Après, vous pouvez faire au coup par coup et petit à petit. C'est pas... Les jardins, ça peut se faire petit à petit. Pour arroser moins, il faut aussi mettre des plantes adaptées au contexte. Exactement. La personne qui t'a demandé ça, Daniel, indique qu'ils sont situés dans le sud et que leur jardin est complètement sec. Donc voilà, après, il faut s'adapter. Alors moi aussi, je suis située dans le sud, à Marseille, et j'ai jardiné dans le sud pendant plusieurs années. Et effectivement, il faut aussi, alors pour le potager, on est obligé d'arroser. Par contre, déjà miser sur des plantes méditerranéennes, quand on est dans le sud, on évitera les hortensias ou les plantes un peu fragiles comme ça. Donc des plantes qui résistent à la sécheresse, des plantes de garrigue pour le sud, et surtout des plantes qui... voilà, faut pas s'étonner. Quand on est dans le sud, il faut aussi accepter que l'été, ça grille un peu et que les herbes, elles vont plus trop être là et elles seront pas partout. Et ça permet aussi de se reconnecter à son climat, quelque part. Ensuite, on a Sophie qui nous demande, il s'agit d'un grand jardin, peut-on avoir des idées pour aménager les petites cours? Alors, c'est pas une très grande cour, mais alors, pour une petite cour, moi, je jouerais sur la verticalité aussi. Si vous avez des murs, par exemple, vous êtes dans une petite cour en milieu urbain, au pied d'un immeuble, vous pouvez déjà faire des plates-bandes décompactées avec quelques arbustes comme ça. Vous pouvez aussi miser sur des plantes grimpantes qui vont se cramponner au mur ou on va mettre une treille et du coup, vous utilisez la verticalité si vous n'avez pas la place de mettre des arbres. Les plantes, ça rafraîchira en plus votre espace et ce sera moins rude. Voilà. Il y a une personne qui nous demande quelle plante utilisez-vous pour faire grimper sur les grillages? Sur les grillages, vous pouvez mettre des vignes, par exemple, du raisin. Les kiwis, vous pouvez les faire grimper sur du grillage aussi. Quoi d'autre? Après, vous pouvez à peu près tout mettre, du jasmin. La glycine, c'est un peu fort comme tout. En fait, il n'y a pas de... voilà, vous pouvez à peu près tout mettre. Les hippomées, voilà, des plantes, des bignonnes. Je pense qu'il n'y a pas de plantes qui n'iront pas sur des grillages. Il y a Séverine Nobel qui nous demande, alors je te laisse en même temps si tu veux décrire ce que tu es en train de faire. Parce que... Ouais, pour que ça apparaisse. Ouais, on voit ce que tu fais.
Alors là, comme c'est un coin activité, on n'est pas obligé de faire des choses très complexes. Et le rondin de bois, c'est quand même un peu l'idéal. Ça fait des petits fauteuils. Par exemple, si vous travaillez avec une municipalité ou s'il y a des parents qui peuvent vous aider, couper voilà, à la tronçonneuse quelques rondins de bois, les lisser, enfin, les poncer un peu et vous obtenez plein de petits fauteuils pour se mettre dehors. Ça, par exemple, c'est des choses que vous retrouvez dans les cours Oasis à Paris et qui sont plutôt chouettes et assez simples à réaliser, même si vous ne changez pas tout votre aménagement de cours. Même si vous êtes sur du béton, bah, des petits rondins de bois, voilà, c'est pas forcément très coûteux parce que du coup, ce serait de la récup ou un arbre qui a été taillé. Et, euh, et vous allez pouvoir aménager comme ça petit à petit avec du mobilier et créer de nouvelles choses. Merci Marie. En parallèle, on a une question sur les eaux stagnantes. Le service de santé nous a demandé de lutter contre les eaux stagnantes pour lutter notamment contre les moustiques. Est-ce qu'on aurait des solutions ou des conseils? Alors, bah, du coup, si vous voulez plus d'eau stagnante, avoir du sol et l'eau qui puisse s'infiltrer, c'est quand même beaucoup mieux. Pour le coup, là, j'ai fait les chemins en jaune parce que la crèche, elle m'a demandé de carrément imaginer qu'on n'est plus du tout de béton. Et effectivement, quand vous avez bah, une cour en béton, il y a toujours des petites flaques après les plumes, des choses comme ça. Et les eaux stagnantes, des petits résidus d'eau, c'est aussi bah, des moustiques qui peuvent arriver, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'était par rapport à ça la question. Mais en tout cas, plus vous désimperméabiliserez votre sol, plus l'eau elle va s'infiltrer dans le sol, dans la terre. Et là, vous aurez beaucoup moins d'eau stagnante et d'espace comme ça résiduel. Merci Marie. On a une question qui est revenue deux fois. C'est quid des insectes nuisibles comme les guêpes qui peuvent être attirés? Ah, alors ma collègue Dorothée vous dirait que les guêpes ne sont pas si méchantes et qu'elles vous attaquent que si vous les attaquez. Après, pour voir un petit peu les insectes qui font vraiment peur et qui sont lever un petit peu les peurs sur les insectes, moi je vous invite à regarder le blog de François Lasserre et à regarder ses livres sur les petites bêtes qui font peur parce qu'il peut vraiment vous expliquer comment se comportent ces insectes et comment en fait une guêpe elle va piquer que si elle se défend ou que quand il y aura de la nourriture, elle va venir quand elle a de la nourriture, mais une guêpe qui va venir butiner dans le jardin ou qui va nicher quelque part, ce ne sera pas complètement c'est pas grave de côtoyer une guêpe. Il faut juste apprendre aux enfants à vivre avec eux, avec ces insectes, parce qu'ils sont quand même essentiels à la vie, à l'équilibre de la nature. Alors après, je dis pas, effectivement, s'il y a une guêpe dans un jeu en métal, effectivement, ça peut être problématique parce que les enfants, ils vont aller jouer dessus et les guêpes, elles vont être effrayées, ça peut créer des problèmes. Mais voilà, l'idée de quand même se réapproprier toute cette connexion au vivant et lever aussi les peurs petit à petit. Voilà. Super, Mais du coup, la merci. dernière image que Florence nous partage, donc c'est une autre photo dans un coin de cette même cour de crèche, donc de Magic Abou. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, là, ils avaient investi un espace qui peut paraître peu intéressant au départ, avec des herbes sauvages, quelques gravats, petits graviers. Et en fait, ils ont trouvé l'expérience très intéressante et les enfants très affairés à ce qu'ils faisaient. Alors cet espace n'est pas aménagé, mais c'est aussi pour partager le fait que peu importe l'ambiance et la forme ou le design que vous allez donner à votre espace, l'important c'est aussi que l'enfant il puisse trouver à explorer, trouver de nombreuses matières et qu'il ait un espace riche et varié à découvrir. Voilà. Super, bah, merci beaucoup Marie. J'espère vraiment que tout ce qu'on vous a présenté et tout ce que Marie vous a présenté, ça peut être, voilà, ça peut vous apporter quelque chose pour votre structure. En tout cas, on l'espère très fortement. On va continuer nos témoignages avec cette fois-ci donc le témoignage d'Arnaud Galopin, qui est responsable de l'éco-accueil de loisirs des Galcourt, donc c'est à Rueil-Malmaison. Et voilà, je vais laisser intervenir Arnaud. Est-ce que tu nous entends? Oui. Super. Après, ça coupe régulièrement, donc j'espère qu'il n'y aura pas de souci. D'accord.
On te laisse du coup un petit peu nous raconter comment ça se passe au sein donc de votre centre de loisirs, notamment au niveau des extérieurs, comment ils sont aménagés, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et puis moi, je vais passer quelques photos derrière en attendant. D'accord, merci. Donc, oui, donc, je suis Arnaud Galopin, je suis responsable de l'éco-accueil des Galicourt, qui est, je fais rapidement un petit historique, qui est ce qu'on appelle un centre aéré à l'époque, c'est-à-dire qu'on délocalisait les enfants des écoles vers ces centres, on va dire, indépendants. Je ne sais pas comment les nommer, parce qu'on est passé de centre aéré à centre de loisirs, à accueil de loisirs et accueil collectif de mineurs maintenant, mais c'est un peu moins beau, mais bon. Donc du coup, voilà, donc vraiment une vieille structure. Petit à petit, les écoles sont munies de leur propre accueil de loisirs. Et il est arrivé un temps où s'est posé la question de l'existence même des locaux. Le centre a un énorme avantage, c'est qu'il se trouve en pleine nature, si on peut dire, au milieu de la ville. Il fait partie du parc naturel urbain. Et c'est un vrai corridor écologique entre la forêt de Saint-Cucufa et les quais de Seine. Donc, c'était vraiment le point fort de la structure sur lequel on voulait travailler. Bien évidemment, on a travaillé, bon là on parle des aménagements, mais on a travaillé aussi sur le bâtiment en termes de sensibilisation. Mais sur l'extérieur, les choses qui ont été mises en place sont faites soit en auto-fabrication, soit en partenariat avec les espaces verts pour mettre en place des différents types d'aménagements, parce qu'à la base, c'était une grande étendue d'herbe. Du coup, donc on est le premier centre écolabellisé, je crois, en 2017 de mémoire. On a mis en place pas mal à travers des objectifs fixés aux agents, à travers l'apport de compétences, des recrutements d'animateurs spécialisés et différents projets d'animateurs tout à fait classiques. En place différents types d'aménagements. Notamment, on a surfé sur la démarche d'écolabellisation et travaillé en partenariat pour mener à terme tous ces aménagements. Donc, je vais commencer par quoi ? On a toujours travaillé sur le potager. C'est une activité qui a toujours été quotidienne et essentielle au sein de la structure. Ce potager, maintenant, est plutôt orienté autour de la permaculture. C'est un lieu de découverte permanent. C'est-à-dire qu'un animateur qui est responsable du potager, au-delà de planter les plantes et de les récolter ou d'entretenir, peut se répercuter sur tout ce qu'il trouve au sein du potager à travers la biodiversité. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange et un lieu de découverte permanent. Donc, on avait un grand espace vert qui faisait déjà son rôle, puisque les enfants il y a vraiment un changement brusque entre les écoles assez bétonnées, pour certaines, et la structure en elle-même. Donc, il y a vraiment un plaisir sur des temps libres de découvrir cet espace-là, de travailler autour de l'imaginaire et de s'amuser tout simplement, ce qui est un peu notre rôle premier. En termes d'aménagement, donc, on a travaillé sur le potager. On a installé aussi une mare pédagogique, parce qu'on est quand même dans un contexte de disparition progressive des espaces humides et semi-humides. Du coup, travaille sur donc, la mise en place d'une mare. Donc ça, c'est en partenariat avec les espaces verts. J'entendais parler tout à l'heure de moustiques. À partir du moment, ce type de mare, parce qu'effectivement, on a souvent des retours, on peut avoir des retours en pleine ville. Les gens découvrent un peu la problématique des insectes en ignorant souvent leur rôle. Mais à partir du moment où il y a une mare et qu'il y a une grande diversité, une grande biodiversité au sein, les moustiques, ils font un peu l'affaire des larves de libellules. Hein. J'ai une modeste compétence là-dessus, mais concrètement, il y a un certain équilibre. Ensuite, on a mis en place un poulailler pédagogique. Donc, l'objectif, c'était de travailler sur le recyclage des déchets, notamment les déchets alimentaires. Donc, on avait fait des ateliers. Comment faire des ateliers de cuisine, par exemple, à partir d'épluchures. Ça, c'était vraiment une démarche particulière et dans le temps, mais aussi que faire de tous les restes de la restauration scolaire, parce qu'il y en a, même si on sensibilise. Donc, il y a eu un tri, il y a eu l'utilisation des composts, il y a eu un suivi d'évolution, une sensibilisation auprès des enfants, et bien évidemment, il nous reste toujours des déchets. Donc, l'objectif, c'était de monter ce qu'on appelle un poulailler pédagogique, et sur lequel les enfants participent en termes d'entretien et en termes de distribution des déchets, entre guillemets, qui fait le plaisir de ces chers volatiles.
Ensuite, on a travaillé, on a installé aussi ce qu'on appelle des haies fruitières. Donc, en gros, on a habillé progressivement cet immense espace d'herbe en créant différents pôles et notamment ce qu'on a appelé une haie fruitière. Donc, l'objectif, c'était de travailler tout ce qui était espèces mellifères. On a essayé le local, mais c'est très, très compliqué. Du coup, on a pu mettre en place certaines plantes par rapport aux fruits, par rapport aux fleurs. On a essayé d'orienter une floraison aussi dans le temps, parce que chaque plante fleurit différemment, des fois plusieurs fois. Donc, il y a eu ce travail-là. On a mis en place aussi, mais là avec les espaces verts, bien évidemment, on a mis en place ce qu'on appelle un petit verger avec différents types de fruits, abricotiers, pommiers et différents types d'espèces. Ensuite, on a travaillé et habillé, continué d'habiller. Notamment, on avait beaucoup de pentes qui faisaient le plaisir des enfants. Et on a créé tout ce qui est différents types de jardins, et notamment un jardin, ce qu'on appelle le jardin en pente, du coup, c'est le nom, où des espèces poussent naturellement. On a aussi isolé certaines zones du terrain qui sont des espaces dédiés totalement à la biodiversité, c'est-à-dire sur lesquels on n'agit pas, et qui sont délimités par de la ganivelle, ce qu'on appelle des espaces préservés, dans lequel on a pu introduire et favoriser la biodiversité en faisant une espèce de muret en pierre sèche, des maisons aux insectes. Donc, c'est pas mal de petits projets qu'on a pu mettre en place. Ou juste un tas de bois, tout simplement, pour tout ce qui est de petite faune. On a aussi travaillé, ça a été le gros du travail, c'était de créer un rucher. Donc, on a actuellement une dizaine de ruches. Donc, au départ, ça a été le rôle principal pour nous, c'est la sensibilisation au rôle de cet insecte qui est indispensable, qui est les abeilles. Du coup, on a développé cette activité, sachant que c'était vraiment une raison de mettre en place des ateliers sur ce rôle-là et sur la sensibilisation, et notamment aussi sensibiliser l'ensemble. J'entendais parler tout à l'heure des guêpes ou des abeilles, et de leur expliquer un peu aux enfants un peu le rôle de ces différents insectes et pourquoi ils réagissaient comme tels. Donc voilà, parce qu'on a toujours eu des guêpes de toute façon. On a davantage d'abeilles, ce qui est un peu logique, avec tous les espaces qu'on met en place. Du coup, le rucher, sachant que le rucher, on a travaillé sur des ruches assez basiques, et on essaye d'être un peu plus efficace et de se tourner vraiment vers la biodiversité en mettant par exemple des ruches-troncs. Ce sont des ruches beaucoup plus, je dirais, écologiques, sans forcément s'axer sur la récolte de miel, parce que ce n'est pas notre objectif, même si les enfants apprécient semer, et notamment lors d'activités cuisine ou autres. Mais concrètement, petit à petit, ces différents espaces sont aménagés et améliorés. Et là, c'est vrai que le rucher, c'est l'exemple même. Donc, on essaye de se diriger vers plus davantage d'écologie sur ce domaine-là et sur le rucher, quoi. Qu'est-ce que j'oublie comme espace? Potager. Ah oui, il y a différents types. On a aussi travaillé sur un jardin de plantes médicinales et aromatiques qui a été lancé cette année, qui est un ancien parc potager sur lequel on avait déjà et qu'on a dédié à ces différents types de plantes et ces rôles-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je réfléchis ici, autre chose? Parce qu'on a fait tellement de choses, pas mal de petites choses comme ça. Il me semble, Arnaud, il me semble, parce que je suis venue du coup voir à la rencontre d'Arnaud, que vous avez aussi une serre dédiée à tout ce qui est pour le jardin, avec notamment de quoi arroser les plantes, etc. Et même Oui. pour les enfants qui font des activités autour de la nature, il y a vraiment une petite salle qui est dédiée à ces activités-là. Oui. Disons, suite à la réussite de l'écolabellisation, on est devenu un centre thématique. C'est un lieu de ressources pour les autres centres. Et du coup, on a créé une activité spécifique le mercredi et les vacances, qu'on appelle le stage nature, environnement et développement durable, parce qu'on travaille aussi sur le développement durable, notamment intergénérationnel, entre autres. Et du coup, on a réaménagé la structure et les salles, et on a une salle qui est dédiée à ce qu'on appelle les activités nature, qui est un lieu de ressources, livres et matériel, effectivement, sur lequel on stocke, on récupère et on achète progressivement, qui nous permet ensuite de mener des activités, des ateliers. Concernant l'extérieur, on a aussi travaillé, on a un grillage le long de la route, sur l'habillage de ce grillage, sans forcément mettre un brise-vue qu'on aurait acheté, mais plutôt un brise-vue naturel avec des plantes vivaces,
Donc ça a été travaillé avec aussi l'espace public et les espaces verts en termes de plantation, qui commence à prendre de l'effet. Donc voilà, en termes d'aménagement, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc voilà. Alors, il y a des réactions très positives, hein. Il y a Catherine qui dit « Vous créez un petit paradis ». Il y a d'autres réactions. Alors après, c'est sûrement des structures de petite enfance, mais qui parlent de la PMI et du fait que la PMI n'accepte pas forcément les jeux, espaces ou jouets faits maison. Donc ça, c'est une réaction face à la propre pratique de la structure. Il y a Cynthia qui indique ça fait rêver tout ça. Il faudrait que tout le monde prenne exemple sur vous pour aménager leur centre de loisirs. Oui, quand c'est possible. Après, j'entendais parler tout à l'heure de concepteurs, d'architectes ou autres. Moi, je veux dire globalement, on est quand même sur une tendance d'économie au niveau des collectivités et d'investissements un peu plus différents. Et du coup, j'avoue, il y a quand même beaucoup de difficultés à trouver des moyens d'atteindre ces objectifs-là, et encore plus maintenant. Concernant qu'est-ce que vous m'aviez dit sur les réactions, j'ai déjà oublié. La PMI, sur le fait que le féminisme, en fait. Sur les jeux. Ouais. Alors oui, je conçois tout à fait que c'est complètement compliqué. Les aires de jeu sont des structures vendues par des sociétés professionnelles avec un registre de sécurité de mémoire qui est spécifié en mairie, enfin moi dans le cadre de ma collectivité, et il y a un contrôle et une surveillance, un entretien permanent. Mettre en place ce genre de petits jeux, effectivement, les rondins, nous on l'a fait, je ne sais pas si on l'a en photo, c'est-à-dire qu'un arbre qui a été abattu parce qu'il était mort et qu'on a récupéré les rondins et positionnés pour que les enfants puissent jouer. Je peux comprendre la responsabilité et la crainte qu'il peut y avoir avec la mise en place de ces espaces-là. Après, il ne s'agit pas de faire un toboggan ou des ponts suspendus. Je pense qu'il y a une certaine limite qu'il faut vraiment jauger au niveau en termes de sécurité, quoi. Après, de toute façon, il y aura toujours un risque. Après, je pense que, comme tout responsable, on a une certaine peur de ce qui peut arriver à un enfant et les conséquences juridiques qui peuvent apparaître. Mais c'est vrai que, après, jouer par exemple sur le nivelé des pentes ou autre, ça peut être aussi intéressant. Enfin, moi, je sais que dans mon centre, ils adorent ça, comme creuser des trous aussi, faire des pièges. C'est-à-dire, nous, par exemple, c'est anecdotique, mais on interdit tout ce qui est jeu ou autre qui vient de la maison. Ici, ils s'amusent ici avec ce qu'on a. Et à l'extérieur, je peux vous garantir qu'ils trouvent énormément de jeux avec un bâton, avec les plantes ou autres. Et vraiment, il y a un travail de l'imaginaire et les enfants veulent vraiment revenir sur cette structure-là, quoi. Mais c'est vrai que faut pas croire que c'est facile. Et on a quand même un bâtiment qui est extrêmement vieillissant, qui n'est pas un modèle écologique, un modèle énergétique, qui est plutôt du semi-préfabriqué, qui est vraiment l'handicap, sur lequel on peut difficilement agir. On ne peut pas aller installer une fenêtre de toit pour amener de la lumière dans les espaces, pour éviter d'utiliser les lumières, à part sensibiliser sur faire la fermeture des portes, l'aération, le rôle de l'eau, l'économie de l'eau ou autre. Enfin, c'est vrai que on est obligé de s'adapter en fonction de ce qu'on a, du contexte qu'on a, hein. Et c'est vrai que moi, j'avais l'avantage de d'avoir un espace vert et que le parc naturel se soit créé et autres. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de relationnel, de partenariat et de mise en place et de travail finalement pour essayer de mettre en place ces activités. Après, il y a des choses qu'on peut faire à petite échelle et se servir pour mettre en place des petites pointes, même dans une cour d'école, comme j'ai pu voir. Je ne pense pas que ma collectivité serait prête à investir dans ma structure ou autre, pour les raisons que je vous ai données, mais concrètement, il y a des choses à notre hauteur qu'on peut mettre en place. Ça, c'est vraiment un espoir et c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler, quoi. Que ça soit un mur végétalisé à part une palette. Alors, les palettes, c'est royal, les palettes, hein. C'est du bricolage. Là, vous êtes sur une activité bricolage, ça passionne les enfants. Dans la sécurité, bien évidemment, avec de la palette, on peut faire plein de choses. Plein d'activités bricolage. Et aménager progressivement à l'extérieur aussi, comme faire les petits jeux que j'ai vus sur les plans, les petits rondins ou autres. Il y a plein de choses qui sont possibles et qui peuvent être mises en place. Il y avait une autre question, Arnaud, par rapport au potager. Il y avait Cado qui se demandait si vous cuisinez vos récoltes dans le cadre d'ateliers ou si vous pouvez les introduire dans les repas. Non,
Non, j'avoue, là, je ne prends pas le... C'est des légumes qu'on distribue. En gros, je délègue, c'est malin, je délègue ma responsabilité sur les parents. Et oui. Hormis le miel où je me permets à la limite, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui peut être problématique, mais concrètement, non, les légumes sont distribués aux enfants ou autres. Ou à la limite, je vais les cuisiner, entre guillemets, assez simplement, et je transmets la délégation aux parents en expliquant les choses. Mais non, c'est vrai que là, tout ce qui est autour de la nourriture, c'est très compliqué et réglementé, quoi. Donc, c'est absolument pas évident. Il y a pas mal de structures qui font la même technique que vous, qui donnent les récoltes aux parents, et ça permet aux enfants de consommer quand même les légumes qui sont produits, mais de ne pas les consommer directement et donc de décaler la responsabilité. Tout à fait. Le rôle premier, c'est de voir la petite plante, puisqu'on fait des semis, la petite plante qu'on met, la toute petite graine qu'on met dans un petit pot rempli de terreau et qu'on voit l'évolution jusqu'à la plantation, jusqu'aux légumes ou pas. Après, ça peut être aussi, certains pourraient dire que c'est un énorme boulot. Oui, c'en est un énorme boulot. On est dépendant de la météo et cette année, c'était assez catastrophique, le printemps et l'été. Donc, c'est extrêmement variable. On ne peut pas avoir de demande de résultats là-dessus. Mais l'objectif, c'est vraiment que les enfants aient les mains dans la terre et qui voient un peu l'évolution. Ça, c'est vraiment le premier résultat qu'on attend et la réussite, quoi. Mais effectivement, c'est du boulot. Dans les écoles, ce n'est pas forcément évident. Souvent, les écoles peuvent être fermées juillet-août. Donc, peut-être privilégier tout ce qui est des légumes qui se récoltent assez vite, comme des radis ou autres. Mais c'est vrai que on peut être rapidement déçu et que ça nécessite un entretien et un arrosage, parce que j'en entendais parler tout à l'heure. Il faut avoir un arrosage, un programmateur d'arrosage qui se branche facilement. Alors, le système de goutte à goutte, c'est particulier, mais il y a quand même une nécessité de suivi, d'observation pour que ça fonctionne. On avait une structure qui nous dit que les enfants sont effectivement heureux de rentrer avec leur panier à la maison, et une autre structure qui indique que de leur côté, ils mangent ce qu'ils récoltent. Donc, on peut voir un peu la diversité des pratiques. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi de voir ce qui se passe. Les structures parlent également d'un décret. Un décret, c'est le référentiel bâtimentaire qui est sorti il y a peu de temps, qui est accessible sur Internet et qui réglemente en fait le fait d'utiliser le matériel de récupération et les objets de récupération. Donc voilà, il y a pas mal de structures qui ont réagi par rapport à ce document-là. Ensuite, les structures parlaient des bacs à sable. Donc, j'ai une dernière question et après, je crois qu'on va passer à la suite. Mais une dernière question sur les bacs à sable. Vous avez des bacs à sable dans votre structure? Non. Non. Non, c'est un sable spécifique de mémoire. Je ne connais pas, mais c'est un sable spécifique et je trouve qu'il y a d'avoir des analyses de fait, je pense, progressives. Je pense que ça a un peu disparu de toutes les résidences maintenant, ces bacs à sable, ou vraiment un suivi renforcé là-dessus. Mais concrètement, nous, on n'a pas de bac à sable du tout. Ok, super. C'était une question qui est revenue. Il y a certaines structures qui utilisent effectivement une terre spéciale, d'autres qui en ont sur Dijon, le sable de rivière, India Claire, la présidente de l'association. Voilà. Je crois qu'on est bon à bout. Merci Arnaud. Merci beaucoup. La parole, Florence. Merci beaucoup Manon, merci beaucoup Arnaud pour ce témoignage et ce centre de loisirs qui est, on peut le dire, quand même très très exemplaire en termes d'aménagement de l'extérieur. Et moi, j'y suis passée, je suis venue vous rendre visite et j'ai vu vraiment les enfants vraiment s'amuser en extérieur et c'est vraiment super agréable à voir. Donc, merci beaucoup Arnaud pour ce témoignage. Et maintenant, je vais donner donc la parole à Virginie, qui travaille chez La Belle Vie. Virginie, est-ce que tu nous entends, tu nous vois? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que c'est super. Super. Alors, donc je suis Virginie Jacquet, je suis responsable développement chez La Belle Vie et je vais vous en dire un peu plus sur les différentes façons d'aller plus loin si ce webinaire vous a mis en appétit et que vous souhaitez passer à l'action. Alors d'abord, si vous êtes un ou une professionnelle de la petite enfance, vous pouvez accéder à nos formations sur un grand nombre de thématiques environnementales. Donc chez La Belle Vie, on propose ces formations sous plusieurs formats, en face à face ou en visio, selon vos préférences et vos possibilités aussi. Et ces formations, elles s'inscrivent dans plusieurs parcours que vous voyez apparaître à l'écran.
Voilà. Donc, les parcours que vous voyez là, donc il y a éduquer à l'environnement, qui est le parcours dans lequel vous trouverez des formations autour de la pédagogie à la nature, donc notamment autour de la thématique du jardin, hein, dont Marie vous a pas mal parlé aujourd'hui. Et dans chaque parcours, en fait, il y a des différentes formations qui sont généralement construites sur une journée et qui permettent aux professionnels de l'enfance et de la petite enfance de monter en compétences sur différents sujets. Donc, ce que Marie vous a présenté était assez introductif du sujet du jardin. Elle va évidemment beaucoup plus en profondeur dans les formations. On a également le parcours Agir pour un lieu de vie sain, dans lequel on aborde toute la question des toxiques et de la santé environnementale. Le parcours alimentation durable, dans lequel on parle de tout ce qui touche à l'alimentation, que ce soit le contenu ou le contenant des repas. Et puis le parcours mobiliser les parties prenantes, parce qu'il est important aussi de faire participer les équipes, de faire participer les familles et les partenaires à votre démarche éco-responsable. Alors, pour accéder au programme détaillé des formations, je vous invite à vous rendre sur notre site internet, hein. Vous trouverez toutes les informations avec les programmes, les dates des prochaines formations par thématique. Et puis également, vous y trouverez un formulaire pour demander un devis ou une information tout simplement. Alors, sachez d'ailleurs aussi concernant les formations qu'elles sont éligibles à une prise en charge financière par les OPCO. Vous pouvez donc les intégrer dans le plan de formation de votre structure. Donc, c'est à prendre en considération aussi au moment où vous recevez le devis. Ensuite, si vous êtes convaincu, comme nous, qu'il faut agir vite et que vous souhaitez donc engager votre établissement dans une démarche écologique globale, vous pouvez aussi rejoindre le réseau Label Vie et mettre en place avec nous une démarche de progrès continu. Alors, cette démarche, elle amène les professionnels à réfléchir sur l'ensemble des thématiques qui sont abordées dans les parcours de formation qu'on vient d'évoquer, en s'appuyant d'abord sur un diagnostic initial de vos pratiques et puis en mettant ensuite en place un plan d'action qui est vraiment sur mesure et qui est lié à chacune de vos structures. Et ce plan d'action, en fait, il a pour finalité de générer des impacts positifs à différents niveaux. Donc là, vous avez quelques exemples. Un des impacts principaux, c'est l'impact sur la santé des enfants, mais aussi sur la santé des professionnels qui les encadrent, notamment en réduisant les toxiques, mais pas seulement. Il y a également un impact important en termes de reconnexion à la nature, hein. L'idée a été largement développée par Marie tout à l'heure. Également des impacts en termes de bien-être au travail et de qualité de vie pour les professionnels, et aussi parce que c'est un projet d'équipe en fait, qui est fédérateur pour toute une équipe et ça contribue au bien-être et donc à l'amélioration du plaisir au travail. Évidemment, on mesure également des impacts environnementaux, hein. L'idée, c'est d'être moins impactant de façon négative sur la planète. Et puis, autre impact qui n'est pas négligeable, c'est que ça permet de générer des économies. Donc, on mesure chaque année dans notre réseau les économies générées. Elles sont assez substantielles à différents niveaux, donc ce n'est pas du tout négligeable. Alors, cette démarche, c'est vraiment un projet transversal, hein, qui s'inscrit dans la durée et qui va permettre aux professionnels de la petite enfance et de l'enfance à la fois de monter en compétences grâce aux formations qu'on a évoquées et aussi à des outils de gestion de projet. Et puis, ça leur permet aussi de bénéficier d'échanges avec les autres professionnels de notre réseau. Aujourd'hui, dans notre réseau, il y a environ 700 établissements qui sont engagés. Et donc, de fait, beaucoup de professionnels motivés avec qui partager. Cette démarche globale, elle permet chaque année à de nombreux établissements et aussi à des assistantes maternelles d'obtenir un label pour valoriser leurs pratiques. Donc, vous les voyez, ces labels à l'écran. C'est le label Écolo Crèche pour les crèches, le label Éco-accueil petite enfance pour les assistantes maternelles et le label Éco-accueil loisirs pour les centres de loisirs. C'est l'exemple qu'on a eu tout à l'heure avec Arnaud. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont se déroule très concrètement une démarche globale de labellisation, ce qu'on vous propose, c'est de participer à l'une de nos prochaines visioconférences de découverte de la démarche. Donc, vous avez les prochaines dates de ces visioconférences qui apparaissent à l'écran. Et vous allez avoir dans le chat le lien vers le formulaire d'inscription à ces visioconférences de présentation. Donc, vous pouvez cliquer dessus dès maintenant pour ouvrir le formulaire dans votre navigateur et vous inscrire. Ou alors, ce sont aussi des liens qui vont vous être adressés juste après ce webinaire.
Donc, vous voyez, les prochaines visios pour les structures collectives, donc les crèches, les RAM et les accueils de loisirs sont les 7 octobre et 2 novembre, de 14 à 15 heures. Et pour les assistantes maternelles, c'est le 22 octobre, de 14 heures à 15 heures. Voilà, donc ça, c'est pour nos prochains rendez-vous. Si toutefois, vous n'êtes pas disponible sur ces rendez-vous de présentation en visio ou si vous avez des questions très spécifiques, vous pouvez aussi nous solliciter via le formulaire de contact qui est sur notre site internet et on répond à toutes les demandes qui arrivent sans exception. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup Virginie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que vient de présenter Virginie? N'hésitez pas dans le chat ou même par rapport à finalement tout ce qu'on vient de vous présenter. Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Il reste quelques minutes voilà, avant de terminer ce webinaire. On avait pas mal de personnes qui ont réagi à la présentation d'Arnaud en le remerciant et en indiquant que c'était vraiment très inspirant. Ça donnait des perspectives assez chouettes. Indiquer que même en région parisienne, c'est possible de faire de grandes choses. Donc voilà, en tout cas, encore bravo à Arnaud. Super. Donc, Manon, tu nous tires. Oui, il y a d'autres questions. Alors, il y a Laurine qui nous demande d'investir l'extérieur en été est plutôt simple, mais comment inciter les équipes et les familles à investir en hiver aussi? Alors, c'est peut-être plutôt Marie qui pourra. C'est une question très, très intéressante. Alors, pour investir à l'extérieur l'hiver, il faut mettre des gros manteaux et des bottes. Je n'ai pas de conseils plus complexe que ça. C'est souvent aussi beaucoup s'équiper et s'adapter à son climat. Il y a des crèches qui sont à la montagne et qui ont de la neige et qui sortent pourtant l'hiver. Et vous pouvez être à Marseille, avoir 3 jours de pluie l'hiver et pas sortir beaucoup plus. Donc, c'est s'équiper et s'adapter aussi à son lieu. Voilà. Il y a Aurélie qui indique les zombies Lamadou pour sortir par tous les temps. Donc ça, je pense que ça rejoint un peu. Il y a Claire qui indique qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Salopette imperméable et blouson. Effectivement, il y a une autre structure qui indique que notre structure est équipée de combinaisons pour la gadoute. Je compléterai juste aussi pour dire que vous pouvez faire de la récup pour vous équiper de bottes de pluie, de combinaisons. Que ça ne représente pas forcément un budget, mais qui d'année en année, vous pouvez essayer de récupérer. Ensuite, il y a Lynn Carpentier de Dijon qui indique que quand leur projet est travaillé en équipe avec les parents, même en hiver, les sorties fonctionnent. Il y a Étienne qui nous demande, avec le recul qu'on a, quels sont les freins les plus fréquemment rencontrés pour les sorties en hiver ou peut-être pour l'aménagement de l'extérieur. Marie, peut-être si tu as des éléments de réponse. Les freins, c'est effectivement parfois la PMI, effectivement, vous en avez souvent parlé et qui peuvent vous embêter. Voilà, je pense qu'en vous outillant, soit en vous formant ou en vous outillant comme dans un temps de webinaire comme ça, vous pouvez aussi échanger avec eux et discuter sur comment être moins bloqué pour aménager. Après, Arnaud, il a bien montré qu'on pouvait faire des choses avec peu de moyens, petit à petit. Ça peut commencer par une plantation, puis une autre, puis après on met un compost, et après on laisse pousser l'herbe, et petit à petit on transforme son espace. Voilà. D'ailleurs, j'en profite comme j'ai la parole, la Belle Ville a publié un guide sur comment végétaliser vos lieux de vie. Donc un petit guide un peu succinct, mais qui pourra vous donner des pistes pour planter dans vos espaces collectifs. Voilà. Il y a Marielle qui nous demande, vous remplacez le béton par quel matériau dans les cheminements? Alors, pour faire des allées en sol poreux, donc perméable, il y a des sols stabilisés, donc c'est du sable compacté qui permet de marcher ou de rouler. Par contre, ça fait un petit peu de la poussière. C'est un peu comme la terre, ça peut être un peu, voilà, c'est moins propre. Mais
Après, vous pouvez, si vous gardez juste des allées de 1 mètre de large en béton, je veux dire, c'est pas grave. Ou alors, il faut aussi mettre des pavés avec des joints en sable qui permettent quand même de faire ruisseler l'eau à travers. Ce ne sera pas complètement poreux, mais ça réduit déjà le béton. Voilà. Donc, pour faire des dallages ou des choses comme ça. Mais vous pouvez garder le béton juste sur les allées et découper petit à petit, gagner de l'espace de terre. Merci Marie pour ces retours. On a beaucoup de personnes qui vous remercient pour la diversité des échanges et de la présentation. Donc, merci à vous d'avoir participé. Florence, je peux te redonner la parole. Ben oui, merci beaucoup. Merci Manon, merci Marie. Merci à tous pour cette participation, pour vos échanges, vos questions, votre engagement autour de cette thématique. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de participants. Je n'ai pas le nombre exact, mais vous avez été plus de 350 inscrits et 250 participants. Donc on est très fiers et merci à tous pour votre participation. Donc je voulais savoir, on va faire un petit sondage. Donc, soit avec votre caméra, vous allez peut-être me dire de 1 à 5 comment vous avez aimé ce webinaire. Donc, 1, vous n'avez pas vraiment aimé ce webinaire, vous trouvez très pertinent. Et 5, ça a été super, super intéressant pour vous. Donc, c'est pour sonder un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez aussi écrire... répondre dans le chat de 1 à 5. Donc, allez-y. Voilà, donc moi, je mets 5, je vote avec ma main. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez répondre dans le chat. Merci beaucoup. Et puis, Manon va vous envoyer le lien. On a fait un petit questionnaire de satisfaction. Ça vous prend 2 minutes pour répondre. Donc, on va vous le mettre dans le chat si vous pouvez... répondre en même temps ou juste après ce webinaire, ce serait super. Nous, notre objectif, c'est de continuer à faire comme ça des webinaires sur des thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc, on vous a notamment parlé de l'alimentation, des produits d'hygiène. Enfin, voilà, aujourd'hui, la belle vie, elle répond à vraiment toutes les thématiques qui touchent vos structures, la petite enfance et les professionnels de la petite enfance. Donc, on aimerait avoir votre avis pour pouvoir potentiellement refaire des webinaires autour de toutes les thématiques qui touchent l'environnement et la petite enfance. Donc voilà, le questionnaire est dans le chat. Je vais vous partager aussi la présentation. Donc, je vous laisse en même temps répondre au questionnaire. Pardon. Tac. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Hop, je partage mon écran. C'est bon. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à nous suivre. On est aussi sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, on va vous mettre aussi les liens dans le chat. On a aussi une newsletter qui s'appelle La Belle News, qu'on envoie tous les mois. On vous donne plein d'informations sur toutes les thématiques autour de la petite enfance et de l'environnement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, ça va être la fin et l'heure de vous dire au revoir. Donc, n'hésitez pas, pour avoir toutes les informations globales, à aller faire un tour sur notre site internet. Donc, c'est www.labellevie.com et surtout, non contacté si vous avez une question dans le formulaire de contact. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je remercie toute l'équipe La Belle Vie d'avoir participé et aussi à Arnaud d'avoir participé donc, à ce webinaire. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.